Érythrée 79. Le repli stratégique. Un documentaire réalisé par le département cinématographique du Front populaire pour la libération de l'Érythrée. En 1975, la révolution érythréenne lance une grande offensive contre les forces d'occupation éthiopiennes. À la fin de 1977, toutes les campagnes et presque toutes les villes sont passées sous son contrôle. Les voies de communication coupées, l'ennemi est totalement encerclé et isolé dans quelques villes sous la pression constante de l'armée populaire de libération. Asmara, la capitale, est menacée. Sa chute imminente signalera la victoire totale. La lutte de libération nationale érythréenne est la plus longue lutte armée en Afrique. Pendant 18 ans, le peuple érythréen a combattu contre les successifs régimes colonialistes éthiopiens et leurs alliés pour son droit à l'indépendance nationale. Limitée à l'origine à la guérilla rurale, principalement à cause des problèmes internes, la révolution s'est imposée politiquement et militairement avec la création et la consolidation du Front populaire pour la libération de l'Érythrée. L'expérience de la lutte armée prolongée a favorisé le développement d'un nouveau concept pour la lutte d'indépendance nationale basé sur l'unité de la lutte de libération et des transformations sociales. Dans les villages et villes libérées, le FPLE éduque et organise les masses érythréennes. Il forme des organisations d'ouvriers, paysans, femmes et étudiants. Il entreprend un processus de transformation fondamentale dans les domaines politiques, économiques et sociaux. Les industries et les domaines agricoles sont nationalisés. Une réforme agraire est réalisée dans l'intérêt des paysans opprimés. Des routes, des ateliers, des écoles, des hôpitaux sont construits. Des coopératives agricoles et alimentaires sont mises en place. Des assemblées populaires sont élues par les masses organisées auxquelles un pouvoir effectif est donné. Ainsi ont été dressées les bases de la future société érythréenne. En Érythrée, aujourd'hui, les plus dures batailles sont engagées. Le peuple érythréen s'oppose seul à l'armée éthiopienne totalement mobilisée, munie des armes les plus sophistiquées et encadrée par des officiers et techniciens soviétiques. Les plus intenses bombardements des villages et des villes libérées, des écoles et des hôpitaux, des camps de réfugiés et des bases stratégiques du front ont été entrepris avec une intensité encore jamais vue en 18 années d'histoire de la révolution érythréenne. Napalm, bombes incendiaires, bombes antipersonnelles sont utilisées, provoquant la destruction de centaines d'habitations et le barbare massacre de populations civiles. La condition dramatique de plus de 200 000 civils ayant trouvé refuge dans les zones libérées s'est dangereusement aggravée. Et pourtant, au niveau international, le plus total silence est fait sur cette guerre d'agression et de génocide. La souffrance d'un peuple dont le seul crime est de défier toute force venue pour le subjuguer n'est pas dénoncée. La junte militaire éthiopienne a misé sur ce silence et le prend comme une complicité à sa recherche d'une solution militaire, appelant même à l'intervention de troupes étrangères quand tous ses efforts pour écraser la révolution érythréenne se sont avérés totalement vains.
Lorsque l'avion a surgi, nous nous sommes couchés sans plus bouger. La première fois, 3 avions sont venus et 3 une deuxième fois. Ils sont venus espionner puis sont repartis. Et puis, dès sont revenus bombarder. À la fin, nous étions tous atteints. À la tombée de la nuit, des blessés nous ont été amenés. Il y avait plus de 100 blessés, tous des civils, pour la plupart femmes et enfants. Les Éthiopiens, nous ont-ils raconté, bombardaient, s'acharnant sur les colonnes de réfugiés qui fuyaient la ville de Keren tout le long de la route jusqu'à Alphabet, distante de 50 km. Les bombardements qui étaient menés par 4 avions MiG ont duré plus d'1 heure. Le régime militaire éthiopien organise une offensive après l'autre pour tenter de ravir une victoire militaire. Il appelle en même temps, tactiquement, à une solution pacifique pour isoler la révolution érythréenne de ses supports internationaux et gagner du temps pour se renforcer politiquement et militairement. Le but de ces offensives est la capture de la base stratégique du FPLE et l'anéantissement de la révolution érythréenne. Malgré sa retraite stratégique du Sud, le FPLE maintient le contrôle de ses principales zones et villes et inflige à l'ennemi d'énormes pertes. Non seulement l'offensive de juin 78 est écrasée, mais il devient évident aussi que le régime est dans l'impossibilité de rallier de nouvelles forces pouvant affronter le peuple érythréen mobilisé et dont la détermination et l'expérience ont été forgées par 18 années de lutte armée. C'est à ce stade que la junte fasciste éthiopienne envisage l'intervention directe de l'Union soviétique et Cuba à une large échelle. L'Union soviétique accepte totalement et d'un support logistique passe à une intervention massive. Après un pont aérien où est transportée en une brève période une énorme quantité d'armes, en novembre 1978, l'offensive soviéto-éthiopienne est lancée sous le commandement de 2 généraux russes et la participation de plus de 2000 militaires soviétiques engagés dans les combats à différents niveaux. Relayés par les soldats cubains en Ogaden, de nouvelles forces éthiopiennes sont concentrées, portant leur effectif à plus de 120 000 hommes. Avec la participation directe de l'Union soviétique, la nature de la guerre a totalement changé. Le peuple érythréen ne s'oppose plus à une armée africaine, mais à une grande puissance mondiale utilisant les armes et les techniques les plus sophistiquées. Au village, j'ai travaillé dans une cellule clandestine du front. Avec la retraite, j'ai été obligée d'arrêter mes activités et de m'en aller. Ma destinée est avec la révolution. Si la victoire vient, c'est bien. Sinon, il faut affronter la réalité. On ne peut pas abandonner à mi-chemin. L'ennemi subit de lourdes pertes tous les jours. Par contre, le front a évacué tous ses biens. Comment vois-tu le futur? Combattre et retourner avec la victoire. L'Érythrée a un développement historique distinct du développement éthiopien. Sa relation fédérale avec l'Éthiopie était un arrangement néocolonial imposé par l'impérialisme. C'est pour cela que l'Union soviétique argua en 1950, quand le problème était discuté aux Nations Unies, pour l'immédiate indépendance de l'Érythrée. L'intervention soviétique en Érythrée n'est donc pas basée sur des principes révolutionnaires, mais sur des intérêts nationaux stratégiques dans la région. La Grande Éthiopie est vue comme une alliée plus favorable que la révolutionnaire mais petite Érythrée, politiquement indépendante. Ce manque de principes et l'impossibilité de se justifier sont les raisons pour lesquelles l'Union soviétique continue à nier son intervention militaire en Érythrée. Ayant dûment évalué la situation, le FPLE décide une nouvelle retraite stratégique des villes et des fronts, amorçant un changement de tactique, et d'une guerre de position défensive, il passe à une guerre mobile de guérilla dans ces zones. Dans cette retraite parfaitement organisée, les combattants, miliciens, organisations de masse et départements des transports ont montré un héroïsme inégalé pour acheminer vers de nouvelles bases sûres les blessés, les enfants des écoles, les réfugiés, les usines et les hôpitaux.
la capacité matérielle et militaire du Front populaire est totalement préservée et il regagne ainsi l'initiative dans la poursuite de la lutte. L'effet le plus grave de l'offensive fasciste, à part les destructions, massacres et déplacements de populations civiles, est l'arrêt des transformations sociales et économiques fondamentales qui étaient en cours dans les régions réoccupées par l'ennemi. Néanmoins, malgré ce changement, l'appui populaire à la Révolution reste intact. Loin dans les vallées profondes de la base stratégique, le travail continue. On reconstruit des routes et des refuges, des écoles et des hôpitaux, des garages et des ateliers qui toujours ont fonctionné, défiant les tentatives destructrices de l'ennemi. En fait, la réelle base de la Révolution n'est pas la ville, mais les masses érythréennes organisées et conscientes. Au cours du processus de la lutte politique et armée pour l'indépendance et la libération nationale, une réelle avant-garde qui peut garantir la continuation et le progrès de la Révolution vers l'établissement d'un nouvel ordre socialiste en Érythrée a été développée au sein du FPLE. L'unité du peuple érythréen a été solidifiée et sa conscience politique élevée. Défiant toute pression militaire, le FPLE renforce ce processus consolidant la conscience de classe des combattants et intensifiant la politisation des masses par des réunions régulières, de nombreuses publications et un programme radiophonique quotidien. Grâce à cet effort, la détermination du peuple érythréen à poursuivre le combat et sa conviction en sa victoire finale restent fermes. Pour forger cette confiance et ce moral révolutionnaire, le 8 mars, jour international de la femme, par exemple, a été célébré avec ampleur dans les zones libérées, malgré les plus mauvaises conditions. Les femmes révolutionnaires scandaient « Malheur à toi, dergue fasciste ». En force, bientôt, nous retournerons. Le terrain accidenté de l'actuelle base est favorable à la guérilla et à la guerre de mouvement. Très bientôt seront libérées une grande partie de l'armée de libération et de la milice populaire qui étaient engagées dans le processus de déplacement et reconstruction de la nouvelle base. L'ennemi sera alors attaqué en tout lieu. La stratégie militaire du FPLE à l'heure actuelle consiste à garder une position défensive
à préserver ses capacités humaines et matérielles et à se préparer pour une guerre de longue haleine qui commencera par des actions mobiles de guérilla, attaquant et harassant l'ennemi sans relâche pour diviser ses forces. Le régime militaire éthiopien se heurte à d'énormes problèmes internes, politiques et économiques du fait de sa guerre d'agression. Malgré tous ses efforts pour convaincre le monde qu'il en a fini avec la lutte de libération érythréenne, il est devenu évident qu'il lui est impossible d'écraser, même avec la participation soviétique, la résistance déterminée du peuple érythréen. Le FPLE, dès lors, contre-attaque l'ennemi au sud, à l'est et autour de la capitale, où ses unités de guérilla conduisent de brillantes opérations, détruisant des convois et des installations militaires, des dépôts d'armes et munitions. Ces actions ont déjà sérieusement entamé la capacité offensive ennemie sur les fronts nord. Son avance est proche de la limite, alors que la lente mais ferme contre-offensive du Front populaire est déjà en mouvement. Ceci dans le contexte d'une stratégie militaire générale menant à la reprise des petites garnisons, à l'interruption des lignes de communication et à l'encerclement des grandes villes avant leur assaut final. Ainsi, dans cette guerre prolongée, le temps est l'allié de la révolution populaire.